La gauche en déroute, une droite qui gagne, un FN moins fort que prévu par les sondages. En clair, c'est le bilan des départementales dimanche dernier. Au-delà de ce constat, on a voulu aller plus loin, faire le bilan de la situation politique en France, avec l'impression d'un désamour de la chose publique par les Français et des partis qui, pour la plupart, ont du mal à savoir où ils vont, en tout cas à afficher des lignes politiques claires. Cette prise de recul, on a décidé de la faire avec vous. Alain Gérard Slama, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, essayiste, et justement, vous participez cette semaine à l'hebdomadaire, le 1 hebdomadaire qui titre « Sauf qui peut la gauche ». Est-ce que ça va vraiment si mal que ça pour la gauche, Alain Gérard Slama ? Ah oui, ça peut difficilement aller plus mal, si ce n'est que ça va presque aussi mal à droite. Mais bon, on va en reparler. Ouais. Voilà. Non, c'est-à-dire que effectivement, il y a un effort de François Hollande, de Manuel Valls, pour essayer de sortir le Parti socialiste de ces vieux démons, de l'arracher. C'est quoi les vieux démons du Parti socialiste ? Les vieux démons, ça peut se comprendre. Il y a eu toujours ce rêve du progrès, cette illusion, si vous voulez, que l'avenir... Le rêve du grand soir aussi. Nous pouvons changer la vie. Mais alors, ils ont renoncé au grand soir, les socialistes, mais depuis longtemps d'ailleurs, parce que ça, c'était plutôt les communistes. Mais eux, ils avaient l'illusion, le rêve de changer la vie. Et par ailleurs, ils avaient cette espèce de priorité qui les liait viscéralement à leur électorat, qui était de le social, les pauvres, veiller. Bon, il se trouve que la mondialisation a complètement bousculé les choses pour eux, en précipitant d'abord la nécessité de soutenir l'entreprise, le patronat. Oui, on a entendu Manuel Valls, j'aime l'entreprise. Alors, j'aime l'entreprise, c'était un mouvement du cœur peut-être, mais enfin, ça sentait un peu son artifice. Mais ça indiquait bien quand même ce qu'il s'agissait de renverser, c'est-à-dire une méfiance fondamentale. Un cri d'amour, vous savez, c'est souvent le compte. C'est une culpabilité, au fond, que l'on ressent. Et puis, il y avait d'autre part, évidemment, le fait que nous sommes dans une société de plus en plus éclatée, dans laquelle il est très difficile aujourd'hui d'avoir même une vraie social-démocratie. Une social-démocratie, c'est la représentation par les pouvoirs, les syndicats, des catégories sociales, de catégories sociales homogènes. Il n'y a plus en France de catégories sociales homogène. Vous pouvez plus dire, vous avez des salariés des classes moyennes. C'est difficile donc pour les partis de savoir sur qui s'appuyer. Innombrables. Donc, qui séduire. Si vous êtes le sauveur de ça, le serviteur de ça, vous risquez de vous casser la figure, parce que vous ne pouvez plus satisfaire tout le monde. On a l'impression justement d'hommes politiques un peu girouettes. Mais bien sûr, s'ils essaient de soutenir l'entreprise, ils lâchent les salariés. S'ils essaient de soutenir les salariés, ils lâchent l'entreprise. Et c'est là-dedans, évidemment, dans ce terreau-là, dans ce foyer-là, que surgit le populisme. C'est-à-dire des gens qui se disent, ils sont incapables, ils peuvent pas améliorer quoi que ce soit, et donc nous voulons, nous non pas changer la vie, mais changer les gens, changer les hommes, avoir d'autres équipes. Il y a aussi évidemment à gauche des phénomènes nouveaux comme les moyens de communication qui favorisent la transparence. Un homme de droite qui s'occupe un peu trop de garnir son portefeuille, bon, on peut pardonner. Mais un homme de gauche qui passe son temps à dire « je suis du côté des pauvres » et qui se trouve impliqué, bon, surtout quand il est secrétaire de ministre du budget, ça fait très très mauvais genre. Ça passe beaucoup moins bien, effectivement. Et tout ça, ça passe très très mal. Alors, ça peut aider peut-être les pays étrangers qui regardent la France à comprendre qu'il y a des raisons objectives à cette espèce de mouvement populiste qui se développe dans le pays, mais qui est plus un mouvement, je pense, d'indignation face à ce qui se passe. Oui, c'est le vote punition dont on a beaucoup parlé. Le vote punition, c'est le sentiment aussi que on n'a plus rien à perdre. Et par conséquent, essayons autre chose. Et essayer autre chose, on sait très bien que la politique... Oui, c'est pas le même mécanisme que dans les pays nordiques. Et on sait très bien que la politique économique souhaitée par le Front National est totalement aberrante et conduirait à la catastrophe. Alors, je pense que puisqu'on a la chance d'avoir une audience internationale,
la France, c'est pas la même chose non plus que la Hongrie. C'est pas la même chose avec le parti du Jobbik, oui. Dans les partis dans les partis d'Europe centrale où ces partis extrémistes ont pris la place de partis totalitaires du communisme. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas avoir peur du Front National ? Il faut avoir peur du Front National, mais il faut avoir confiance aussi dans la sagesse du peuple français. Et je trouve, moi, que l'affaire de ces élections est tout à fait intéressante. Pour quelle raison ? Départementales. Normalement, elles n'étaient pas un enjeu national. Ça a été le psychodrame le politique. Front National atteint un seuil très élevé. Et néanmoins, vous remarquez qu'il n'a pas les rênes aucune présidence de département. Dans les départements. Et que les gens qui ont les rênes dans les départements, si vous regardez les noms, qu'il s'agisse de M. Pascal Coste, qu'il s'agisse de M. Jean-René Le Cerf, de Mme Martine Vassal, ce sont pour la plupart des gens installés, des sénateurs pour certains, d'autres des chefs d'entreprise, des gens au fond qui sont rassurants. Et y compris à Marseille, d'ailleurs, où M. Guérini avait une réputation méritée ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas peu favorable, et il s'est vu remplacé par Mme Martine Vassal, qui est quelqu'un de beaucoup plus présentable. Alors, on l'a beaucoup dit Alain Gérard Slama, il y a aussi ce problème de distanciation entre les politiques aujourd'hui et les citoyens. Après les élections, quand on entend Manuel Valls, eh bien, moi j'ai pensé aux trois petits singes, aux trois singes de la sagesse. Vous savez, celui qui se bouche les oreilles, l'autre qui se met les mains sur la bouche, l'autre qui se les met sur les yeux. On a l'impression qu'il y a une incapacité à se remettre en cause. Ou est-ce que c'est une stratégie pour dire, voilà, on a une volonté politique forte et on l'assume ? Oui. Alors, écoutez, moi j'essaie de me mettre à la place de Valls. Il n'est pas socialiste pour un sou. C'est clair. Vous le dites en tout cas. Il est même moins que le président de la République. François Hollande voudrait faire évoluer le socialisme vers la social-démocratie, en quoi il a peut-être un train de retard. Valls, lui, c'est un républicain de gauche. On ne peut pas le dire. Mais l'un comme l'autre, ils se sentent quand même solidarisés dans un effort de modernisation de leur parti. Ils sont dans une lutte évidente face au... Mais il y a des réticences et des résistances très fortes, notamment dans l'aile gauche. Évidemment. Alors, si je me mets à leur place, ils ont en face d'eux un front de gauche qui va forcément être durci, un mot à la mode en France, radicalisé. Pourquoi il n'explose pas ce front de gauche aujourd'hui en France, quand on voit ce qui se passe en Grèce, par exemple, avec Syriza, ou Podemos en Espagne ? Parce que peut-être, justement, on a quand même en France eu toujours le sens des comparaisons, et on voit très très bien qu'en Espagne ou en Grèce, c'est une catastrophe. Oui, mais pourquoi on ne se tourne pas plutôt vers l'extrême gauche, alors que là, justement, les Français vont vers l'extrême droite ? Oui. Pour quelle raison ? Je suppose que les divisions, le Parti socialiste fait un peu, dans la mesure où ce sont des gens qui sont intégrés au Parti socialiste, ils ne sont pas d'extérieur. Donc, on peut dire que d'une certaine façon, le Parti socialiste arrive à les tenir en visière et en lisière. La logique de la Ve République intervient ici et joue un grand rôle. La logique de la Ve République, c'est quand un président arrive aux affaires, il doit toujours veiller, d'une part, à ne pas contrarier les centres pour essayer d'avoir le plus de 50% qui lui permettra sa réélection. Gagner, oui, la présidentielle par le centre, c'est ce qu'on dit en France. Oui. Et d'autre part, à peser assez lourd dans la majorité qu'il dirige pour dire aux extrêmes, attention, quand même, vos investitures dépendent de moi. Donc, il y a, si vous voulez, dans la logique du Parti socialiste, plus cette logique territorialisée, qui est très forte. Alors là, on va voir ce qui va se passer avec la perte des bastions après les départementales. Là, on risque d'avoir un facteur de déstabilisation très très fort du Parti socialiste, parce que c'est autant de revenus qui vont disparaître, autant de contributions. Oui, déjà avec les municipales, c'était un vrai problème, ça aussi. Autant le nombre d'adhérents aussi, qui a énormément baissé depuis 2013. Donc, les tributaires, les prébendes, etc. N'oubliez pas que aujourd'hui, il y a, en France comme ailleurs, une professionnalisation de la vie politique. C'est ce que reprochent les Français aussi, bien cette professionnalisation. Ah, ben, ils le reprochent parce qu'il n'y a justement pas un besoin de changement aussi aujourd'hui, de
représentation directe. C'est ce qui est demandé, c'est ce qu'on entend. Et pourtant, les politiques ne l'entendent pas. On a cette impression-là. C'est votre avis aussi ? Ils en ont besoin, c'est-à-dire qu'ils perdent une présidence d'un département, a fortiori d'une région. Bon, ils vont trouver un poste de député européen, puis etc., etc. Donc, cette professionnalisation comporte déjà cet inconvénient. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens sont beaucoup moins attachés que naguère à ce qu'a été la gauche en France, très attachée finalement à l'implantation, la République des comités, etc. Mais il y a aussi une chose, c'est que l'incompétence devient de plus en plus grande. Plus vous avez, en fait, des politiciens professionnalisés, avec d'ailleurs on se dit, mais comment les partis peuvent-ils entretenir autant de communicants ? Et aujourd'hui apparaissent dans la vie politique française la question des charges que représentent les postes de communicants. C'est pas 1, 2, 3, 4, 10. On en a parlé aussi avec Radio France. Je ne parlerai pas d'un certain président d'une chaîne, de Radio France. Que signifient ces contrats quand il était patron de l'INA aussi? Alors ça, c'est la priorité au discours et moins au fait. Et moins à l'action. Alors je voudrais revenir, on en a parlé au début de cet entretien, sur la droite. La droite a gagné ces départementales, on a parlé d'une vague bleue, et pourtant cette droite elle apparaît toujours très divisée, et ça risque d'être difficile pour 2017 notamment. C'est difficile, et elle est divisée parce que vous savez, quand vous avez eu une présidence qui s'est trompée... On voit la carte justement de cette vague bleue, avec la France justement... Presque tout en bleu. Voilà. Et qui a été d'ailleurs là solidaire dans les désignations des présidents de départements pour une raison très très simple d'ailleurs, c'est que c'est les mêmes et on recommence en gros. Bon. Donc c'est à la fois plutôt, vous avez dit encourageant, j'ai dit tout à l'heure c'est plutôt encourageant, et une certaine sagesse qui est en train de prévaloir, mais malheureusement il faut maintenant convaincre les Français que la droite n'est pas ce qu'a été l'exercice précédent de Nicolas Sarkozy, il faut bien le nommer hélas. C'est-à-dire que il a fédéré les droites autour de 3 pôles qui ne sont pas dans la tradition de la droite. Il y a une droite... Il a exposé les codes de la droite traditionnaliste qui est conservatrice, c'est-à-dire gaulliste et qui est du côté des institutions. Il y a une droite libérale qui est du côté de l'entreprise et du respect des règles et des contraintes de l'économie. Et puis, il y a une droite, disons, bonapartiste, qui existe depuis toujours, qui est attachée... un homme fort, voilà. Mais qui fait unité autour du chef. La droite est divisée dans l'opposition, elle est unie... Et d'ailleurs, les primaires, ça va être difficile pour la 2017. Divisée dans l'opposition et elle est unie au pouvoir. Vous avez remarqué ça. Simplement, le problème, c'est que ce qui s'est passé à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il donnait l'impression d'avoir retenu du conservatisme institutionnel gaullien de la droite, l'autoritarisme, et puis aussi un traditionnalisme avec la laïcité positive, etc. Le poil des Français se hérisse quand on leur fait quand on introduit la religion dans l'espace public. La deuxième chose, ça a été l'orlanisme. On a eu l'impression qu'il en avait retenu surtout l'argent. C'est pas du tout la même chose que l'entreprise. Enfin. Et puis le troisième élément bonapartiste, ça a été en effet une politique très dans le discours, très répressive et à l'égard à la fois des délinquants et des immigrés. Ce sera une situation politique à suivre. Alain Gérard Slama, justement, on doit finir malheureusement. L'envers de Sarkozy, c'est Juppé. Voilà, je conclus. On verra justement. Est-ce qu'il arrivera à s'imposer? C'est pas évident face à une Il a pas l'air sûr de lui. Face à une bête politique quand même de la dimension de ce Nicolas Sarkozy. Merci Alain Gérard Slama d'avoir témoigné dans ce 64 minutes.